Voilà, bonjour, bonsoir chers amis internautes. Nous sommes ici dans une place publique à Ziguinchor pour rencontrer deux missionnaires, hein. C'est comme ça que je vais les appeler, qui s'occupent de football et dont la structure elle-même se nomme Football Mission. Donc on est là avec eux pour discuter de leur projet en cours ici à Ziguinchor, pour connaître les raisons de leur présence ici, leurs objectifs et la finalité du projet, si une fois à terme et que tout se déroule comme ils le souhaitent. Donc on n'a pas l'habitude d'avoir des invités avec qui on parle souvent en français, souvent on s'exprime en langue locale, parce que souvent nos invités sont soit Wolof et Mandeng, ils maîtrisent les langues locales, mais aujourd'hui on va faire une interview exclusivement en français dans le domaine du sport avec mes amis. Je m'en vais leur laisser le soin de se présenter et après on va entrer dans le vif du sujet. Bonjour, je m'appelle Guillaume Bosque, donc je suis responsable du programme solidaire au sein de l'association Football Mission. Et bonjour, je m'appelle Romain Garcia, je suis le président de l'association Football Mission. On a Guillaume et on a Romain, deux personnes. Je sais que de par leur langue, on peut dire qu'ils sont des Français. Ils viennent de la France pour une mission qui s'appelle Football Mission. Romain, vous le président, est-ce qu'on peut avoir une idée de la signification de l'acronyme Football Mission? Ok, Football Mission, et j'aime bien parce qu'avec l'anglais, ça fait Football Mission. Et en même temps, ça montre bien que peu importe la langue, en vrai, le nom, football et mission, ou mission football, ça passe partout. Donc on nous comprend. On comprend que on a une mission où on utilise le football, mais on comprend aussi que le football, il a peut-être une mission autre que le football lui-même. Celle de rassembler du monde. Et une fois qu'on est tous autour d'un ballon, tous autour d'un stade, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose? Voilà. Et c'est peut-être ça la mission du football. C'est vrai que le football, c'est un jeu d'abord, mais un jeu qui peut aboutir à autre chose, qui peut impacter positivement dans les communautés. Et Football Mission a choisi le Sénégal. Comment s'est passé le link? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Est-ce que vous avez des scouts qui étaient là bien avant votre venue pour préparer le terrain? Comment ça s'est passé? Alors je prends la parole par rapport à Guillaume qui est le responsable des programmes de solidarité internationale. Il n'y a pas que le Sénégal sur lequel on mène des actions, il y a aussi le Maroc qui est le premier pays, il y a le Cameroun sur lequel on a commencé il y a peu de temps, donc le Sénégal est le troisième pays. En fait c'est simple, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que le parrain d'honneur de l'association, c'est un ancien président de l'Olympique de Marseille qui n'est plus de ce monde et qui s'appelle Pape Diouf. Voilà. Et en hommage à ce monsieur qui était le premier à nous soutenir et à soutenir l'action de Football Mission, on se devait d'aller au Sénégal mener une action. Voilà, mener des actions. Et le deuxième point, c'est qu'il y a 5 ans, lors d'un projet, une initiative plutôt personnelle, qui s'appelait J'irai entraîner chez vous. Donc en gros c'était la casquette de l'entraîneur et parcourir le monde, donc les 5 continents, 12 pays, 60 villages, dont ceux du Sénégal et de la Casamance, où je m'étais rendu sur Bambali et j'avais rencontré pas mal de personnes ici sur le territoire, à Ziguinchor jusqu'à Kolda. Il me semblait pertinent de venir donner un coup de pouce aux habitants de Casamance, et qui plus est des habitants qui sont extrêmement passionnés du football. Donc j'étais persuadé que le lien football-développement ici sur ce territoire pouvait se réaliser. Le football peut être vecteur de développement, même si les gens ont l'habitude de dire que le football c'est un sport collectif mais qui enrichit les individus. Mais quand même à travers ces individus, on peut avoir un développement territorial, parce qu'avec l'action de Sadio Mané actuellement à Bambali, donc si plusieurs joueurs faisaient la même chose dans leur communauté, c'est sûr qu'on peut arriver à un développement endogène, et voire même national pour tout le pays à travers le football. Guillaume, pour revenir à la structure mère, la mission, le truc c'est Football Mission, mais endossé par une structure. Comment ça a été mis en place? Alors comment ça se passe en gros? Ça part déjà d'un constat. Donc le premier constat, c'est que nous en France on a du matériel qui
qui reste, des stocks, qui est souvent de bonne qualité. Parfois il y a du neuf qui a quelques défauts, qui est invendable, mais qui, si on le regarde comme ça, nous à l'œil non expert, ça nous paraîtrait acceptable. Donc ça c'est plutôt pour les entreprises ou les clubs professionnels. Et après il y a tous les clubs amateurs qui renouvellent leur équipement. Voilà. Et on a toutes les familles aussi, toutes les familles où l'enfant grandit. Il ne rentre plus dans ses tenues, mais les tenues sont propres et sont de bonne qualité. Donc nous, c'était partant de ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire de ce matériel? Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des questions de développement durable, d'environnement, et que la question du recyclage, de la réutilisation, elle est primordiale. Voilà. Voilà, en Occident, on a un peu oublié le côté résilient, réparation, réutilisation. Ça revient aujourd'hui, mais on a perdu beaucoup de temps. Alors que quand on se déplace au Sénégal, par exemple, on voit bien qu'en mécanique, rien n'est jamais perdu. On voit bien que c'est au Sénégal que les voitures peuvent rouler 1 million de kilomètres, là où en Europe, on va s'en séparer dès qu'elle est un peu abîmée. Voilà. Donc, partant de ce constat-là, nous, on s'est dit, ce matériel, on doit pouvoir le réutiliser, on doit pouvoir en faire quelque chose. Et donc, on fait une grande collecte, une fois par an, qui permet de récupérer une quantité non négligeable de matériel. Pour cette année, c'était 40 mètres cubes, qu'il a fallu quand même trier, classer par thématique, et qui représente aujourd'hui environ 200 cartons de 100 litres, donc ce qui a fait environ 25 mètres cubes désormais, après tri. Et donc ce matériel, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et comme il se trouve qu'il y a pas mal de pays où les structures sont déficientes, manquantes, on s'est dit autant que ça profite à des personnes, à des projets. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas de redistribuer pour redistribuer, il s'agit de redistribuer dans le cadre d'un projet. Et donc on a eu un programme pilote au Maroc qui a permis de mettre un peu à l'épreuve notre méthodologie avec une étude de faisabilité. Donc on vient à la rencontre des populations. Romain l'a fait pour la première fois au Maroc, c'était il y a plus d'1 an. Faire un peu le tour des infrastructures qui ont besoin. Donc ça peut être des écoles de foot, ça peut être des écoles tout court, ça peut être des orphelinats, des municipalités, etc. Et suite à ça, et c'est ce qu'on est en train de faire au Sénégal en ce moment, justement, on est dans l'étude de faisabilité au Sénégal. L'idée c'est de prendre un peu la température des besoins, de ce qui existe, de ce qui fonctionne moins bien, et de ce qu'on pourrait avoir en plus pour donner un coup de pouce au projet et les développer. Donc évidemment, nous on est passionnés de football, donc on veut que ça passe par le foot, et puis ça tombe bien parce que le foot c'est fédérateur, ça rassemble, c'est le sport roi au Sénégal mais universel aussi dans le monde. Romain l'a expérimenté quand il a fait son tour du monde. Dès qu'on met un ballon quelque part, ça fédère, ça rassemble. Et moi, à mon niveau, je l'ai vécu un peu différemment, puisque j'ai pas fait un tour du monde, mais j'étais prof de français à Madagascar, dans un village de brousse, où il y avait un gros problème d'alcoolisme des jeunes, et où donc la mairie avait envie de changer les choses. Et il y avait un peu le même système qu'on retrouve au Sénégal, formule navétane, quoi. Ça s'appelait pas comme ça, mais c'était la même idée. Sauf que ça permet pas à tout le monde de jouer toute l'année. Donc ça règle pas les problèmes d'ennui, de désœuvrement de la jeunesse tout au long de l'année. Et d'addiction à l'alcool. Exactement. Et grossesse des jeunes filles aussi, puisque ça va de pair un peu aussi avec. Et donc j'ai pu expérimenter qu'en faisant un championnat participatif où la cotisation était payée par les habitants, ce qui n'était pas une évidence au début, parce que quand on est étranger, voilà, parce que quand on est un étranger à Madagascar, les gens peuvent s'attendre parfois à ce qu'on amène l'argent aussi, les idées, l'argent, le matériel, etc. Et moi je trouve que ça ne permet pas de responsabiliser les gens, donc, et c'est ce qu'on s'est dit aussi à Football Mission, voilà. Et donc sur cette expérience, on a pu constater que la communauté en participant devient actrice d'un développement, d'un changement. Et notamment donc ça a permis de dégager des fonds, ça a démontré un petit modèle économique, une petite économie circulaire, oui, qui a permis de résoudre un petit peu la question de l'alcoolisme des jeunes et qui a permis de redynamiser le village aussi, et quelque part peut-être de donner à des jeunes l'idée que je peux rester dans mon village, il se passe des choses, je peux participer. Voilà. Donc fruit de nos deux expériences croisées, voilà, on s'est dit, avec d'autres bénévoles, parce qu'il n'y a pas que nous, là, c'est nous qui sommes ici au Sénégal, mais avec d'autres, on s'est dit qu'il fallait voir comment à travers toutes ces expériences cumulées, on pouvait faire marcher un peu notre intelligence collective pour proposer aux populations quelque chose qui corresponde à leurs besoins. Voilà. Donc avec l'idée que le football c'est la porte d'entrée, on fait le tour des villages, on rencontre les populations, certaines vont nous dire nous on n'a pas de terrain, certaines vont nous dire nous on n'a pas de matériel, nous on n'a pas de méthodologie pour structurer. Et puis derrière, en plus du matériel, c'est un prétexte pour mener des actions
de sensibilisation. Donc ça, c'est la deuxième phase. Tout à l'heure, je parlais de la première phase. La deuxième phase, ça va être de venir avec le matériel, le redistribuer en fonction des remontées des besoins des gens qu'on a rencontrés sur la première phase, et de mener des actions de formation en lien avec leurs besoins, avec une idée de méthodologie de projet. Donc la formation, Romain pourra peut-être prendre le relais pour pas que je parle trop longtemps, mais l'idée c'est que ces formations correspondent aux besoins pour qu'il puisse y avoir une durabilité du projet sur du long terme. Et là on est dans la dynamique du développement durable qui va contribuer au développement humain, développement économique, mais une économie responsable, qui soit respectueuse de l'environnement et qui permette du coup un épanouissement sur les questions de santé psychologique, mais aussi santé évidemment physiologique. Voilà. Vous cherchez à faire sortir de la chose qui est à l'intérieur de la personne, que la personne elle-même ignore. Romain, aujourd'hui, votre projet, souvent les projets quand ils viennent, surtout dans le domaine du football, ils se focalisent sur les gens qui sont en ville. Souvent les écoles de football ou bien les centres de football sont souvent en ville. Mais ici, vous avez fait le contraire, vous êtes allé dans les villages. Comment s'est fait le ciblage? Est-ce que vous aviez fait un travail au préalable avec quelqu'un qui est là, ou c'est vous-même à partir de la France et vous avez votre carte, vous dites non, je vais aller voir Bambali, demain je vais voir Sédhiou, etc., etc. J'avais mis la carte de la Casamance avec des fléchettes. On est tombé sur des villages. Non, pas du tout. Bonne question. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse, hein. Le premier, c'est que on n'est pas la FIFA, on n'est pas la CAF, on n'est pas la Fédération sénégalaise. On est une ONG avec un collectif de bénévoles et on veut contribuer à faire en sorte que notre petite contribution améliore les conditions de vie des populations. Sauf que là où on est le plus pertinent, concrètement, là où on a le plus d'impact, c'est clairement dans les zones rurales, dans les campagnes, dans les villages. C'est là où on peut mesurer véritablement notre impact. Dans les grandes villes, c'est sûr qu'il y a des besoins, tout autant, et c'est pas vraiment les mêmes, mais tout autant qu'en campagne. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il y a déjà des structures qui sont présentes. Il y a des collectivités pour qui c'est leur compétence réellement, et elles se doivent de mener des actions vis-à-vis des jeunes. Et nous, on a peur que si on vient, comme il y a aussi, c'est très politisé et tout, on prenne la place de quelqu'un. Et voilà, on est quand même très vigilant par rapport à tout ça. Et puis sur le choix des villages, c'est pas évident parce qu'en vrai les besoins sont présents partout. La demande, les sollicitations sont énormes sur les réseaux sociaux, par mail, etc. Vous imaginez pas à quel point on reçoit des demandes de soutien et on aimerait pouvoir soutenir. Et le truc qu'il y a, c'est qu'on a dû faire des choix. Donc on a la chance. Il n'est pas là aujourd'hui, il est sur Dakar, il passe une formation en tant que professeur d'EPS. D'avoir Tierno Diallo qui est le coordinateur local que vous connaissez effectivement et qui a une connaissance du terrain de certains villages et de certaines personnes aussi dans les villages. Nous on lui a demandé de faire un pré-travail sur les villages où il pense qu'il y aurait des besoins, notamment vis-à-vis de la jeunesse parce que il a eu des remontées comme quoi les jeunes quittaient les villages. Des villages où il y a une vraie motivation à mettre en place un projet, mais parce qu'il y a quand même encore quelques jeunes, mais il n'y a pas les moyens financiers, matériels, etc. Et en même temps, des villages sur lesquels on peut avoir un appui de confiance, c'est-à-dire notre référent village. Pourquoi? Parce que c'est un élément moteur dans le village et que si nous on vient pour mener une action de formation ou pour faire des dotations en matériel, si on n'a pas cet élément de confiance, lorsqu'on va partir, on ne va pas avoir le résultat, le matériel va être détourné, les gens finalement ne seront pas motivés. Et donc là en même temps c'est bien d'avoir ce garant sur place et c'est bien aussi de fonctionner en deal. C'est-à-dire que profitez-en pour vous rassembler, pour vous organiser, pour mener un projet où dedans on intègre, comme disait Guillaume, un projet social, un projet environnemental, un projet économique pour la jeunesse. Et dites-vous qu'avec ça, vous avez deux flèches. C'est le matériel, c'est les formations. C'est deux flèches qu'on vous donne pour votre arc, pour les chasser. Par contre, vous n'en avez que deux. Et une fois que vous les avez tirées, si vous n'avez pas attrapé le gibier, vous n'en avez plus
et c'est dommage parce qu'il va falloir repartir de zéro. Donc ça les met dans une dynamique où oui, il faut saisir cette opportunité, ça devient un défi, mais surtout ça devient très intéressant parce qu'il y a une prise de conscience qu'ensemble on est plus fort, au même titre que dans le football. Pour marquer un but, on ne peut pas aller tout seul. Voilà, donc il faut qu'on soit 11 et qu'on réfléchisse ensemble. Mais est-ce que souvent il ne vous arrive pas de rencontrer des difficultés malgré le ciblage? Est-ce que souvent ça ne vous arrive pas de rencontrer des difficultés pour que les gens puissent comprendre réellement votre ambition par rapport à leur village? Alors là, ça tombe bien puisqu'on vient de finir. On a fait 7 villages, 3 autour de Ziguinchor. On en a fait un autre vers Cap Skiring. Et puis ensuite plutôt à l'intérieur des terres, côté Sédiou. Et en finissant par Djourou qui est auprès de Bignona. Voilà, donc on a vraiment un panel assez large. Et à chaque fois, l'accueil a été le même, très enthousiaste. Et vraiment pas dans une position de clientélisme ou de consommation. Ce qui, pour nous, est très important. Parce qu'on est vraiment très attentif à ce que la relation ne soit pas verticale. Voilà, là, on a longtemps parlé de France-Afrique, on a un passé commun qui est plus douloureux d'un côté que de l'autre. Et nous, voilà, on ne veut pas remettre en place des dynamiques qui sont passéistes. Donc l'idée est vraiment de travailler d'égal à égal. Certes, on ne va pas nier qu'on vient d'un continent où il y a plus de moyens. Néanmoins, le continent qui aujourd'hui est en pleine croissance, c'est l'Afrique, c'est pas l'Europe. Hein. L'Europe est plutôt en train de décliner d'ailleurs. Donc voilà, à un moment, de toute façon, les trajectoires peuvent se croiser. Et on essaye déjà d'anticiper ce moment-là en ayant des relations fraternelles le plus possible et horizontaliser vraiment les choses. Donc pour nous, c'est très important. Et ce qu'on a constaté, c'est que les constats sont là, surtout. Les gens sont pertinents, lucides dans leurs remarques. Alors certes, il y a toujours un peu cette image du sauveur, que ce soit l'étranger ou le jeune qui réussit et qui va pouvoir faire ruisseler sa réussite sur le village. Ça, voilà, on ne change pas des mentalités un peu, voilà, qui sont très ancrées comme ça. Mais néanmoins, derrière ce vernis-là, on sent bien la pertinence des réflexions et les comités de village qui réfléchissent à ces questions-là. Les présidents de jeunesse, les femmes dans les sections féminines, etc. Et qui comprennent bien que cette posture passive n'est pas suffisante. Voilà. Donc les gens ont envie d'être acteurs. Souvent, il y a l'envie, mais il n'y a pas la méthode. Et c'est là où nous, on peut être soutenants. Justement en disant on n'est pas là pour amener de l'argent, mais on peut vous aider. On peut vous aider sur comment structurer. Il y a déjà d'ailleurs des gens qui ont des compétences là-dedans, mais souvent, ce qu'ils nous disent, souvent d'ailleurs ce sont les gens qui sont autour des jeunes dans les associations, les coachs, les professeurs, etc. Ils en ont assez de porter ça un peu tout seul dans la communauté. Ils aimeraient que la communauté s'en empare un peu plus largement. Et donc l'initiative, elle est déjà là, la structuration, il y a déjà des choses qui sont amorcées. Ce qui manque un peu, c'est vraiment que tout le monde s'y mette avec sa part. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est peut-être que des gens, il y a de la timidité, il y a un sentiment, comme on a tous, parfois d'illégitimité, de ne pas être la personne la plus pertinente pour cela. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on a pu y passer dans notre réflexion. Est-ce qu'on est l'association la plus légitime quand on voit qu'il y a l'ONU, l'UNICEF et compagnie? Mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas à notre niveau faire de notre mieux? Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de vivre quand nous allons à la rencontre des villageois. Et donc non, pour le moment, pas du tout déçus de l'accueil et des attentes des gens qui sont en lien avec nous, nos espérances aussi quand on avait fait ce constat-là. Et nos regards se croisent et font les mêmes constats. Donc pour finir ce point-là et revenir sur le point précédent, effectivement, la ruralité, pourquoi? Parce que aujourd'hui, les villes sont en pleine transition. Il y a de l'exode rural. Il y a de l'exode rural qui réussit parfois, mais il y a aussi beaucoup d'échecs. Dans le football encore plus. Et donc l'enjeu, c'est comment permettre aux jeunes des villages de faire des choix éclairés, des choix conscients. Si je quitte le village, à quoi m'attendre? Si je reste au village, que puis-je espérer au village? Et comment je peux apporter ma pierre à l'édifice? Est-ce que je suis obligé de partir pour revenir à la retraite? Ou est-ce qu'il y a un autre chemin qui est possible aussi? Et est-ce qu'on ne peut pas améliorer l'ordinaire dans les villages? C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, le constat, c'est que les jeunes partent trop tôt, donc mal préparés. Alors que si les villages se développent, les jeunes pourront profiter d'opportunités au sein des villages et évaluer un petit peu leur niveau de compétitivité en football, mais pas seulement, à l'école aussi, sans avoir besoin d'aller trop loin, trop tôt, avec les risques que cela implique. J'ai compris que c'est un projet qui vient à point nommé. Parce que souvent, la jeunesse, ou bien les plus jeunes, sont confrontés
un problème de tutorat quand ils vont dans les grandes villes. Je peux prendre l'exemple de beaucoup de villages qui sont dans l'Ignacia ici. Il y a des jeunes dont leur localité n'ont pas de lycée. Mais au début, ils ne voulaient pas aller dans le nouveau lycée parce qu'ils disent qu'ils n'avaient pas de tuteur là-bas. Donc avec un projet pareil, est-ce qu'il y a une opportunité de pouvoir aussi travailler avec les collectivités territoriales pour qu'il y ait la naissance ou bien l'implantation d'un centre académique qui s'occupera non seulement de sport, mais d'entrepreneuriat et de formation pour les jeunes? Non, c'est bien parce qu'on est complémentaires. Il y a des choses que j'ai oublié de dire, que Guillaume le dit très bien. C'est tout l'intérêt du projet en vrai. C'est qu'au même titre que les villages parfois se sentent démunis par le reste des acteurs, la collectivité se sent un petit peu aussi sans moyens, sans ressources pour pouvoir répondre aux attentes des villages. Et nous, l'idée, c'est de créer cette dynamique qui va faire en sorte qu'ils vont devoir collaborer, ils vont devoir travailler sur un projet collectif. Et lorsque la mairie va avoir une motivation, va voir que la population, les villages peuvent déjà apporter ce projet, mais surtout faire des efforts de leur côté, ça sera beaucoup plus facile de la mairie d'aller dans leur sens et d'accorder certains moyens, pas privilèges, non, certains moyens qui vont faire que le projet finalement va être durable. C'est la notion la plus importante, hein. C'est un projet sur lequel on vient, les villageois participent et que ça dure que 6 mois parce qu'il n'y a pas une vraie réflexion à long terme. C'est peut-être la pire des choses à plus d'un titre parce que premièrement en fait ça va faire de la frustration pour les éducateurs qui se sont investis, pour les joueurs qui ont vu du matériel etc. et que du jour au lendemain il n'y en a plus. Ça va faire de la frustration et surtout ça va en fait, ça va envoyer de mauvais signaux et plus personne ne va... Voilà, c'est une démotivation. Plus personne ne va vouloir faire quelque chose ou entreprendre un projet parce qu'ils ont vu l'échec. Et nous, c'est là où on veut les accompagner, c'est la réflexion qu'ils auront sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans pour que le projet soit durable. Si Football Mission n'est pas là, il faut que ça soit durable. Et la mairie a un rôle à jouer. Pas forcément que sur l'éducation, bien entendu, mais elle a un rôle à jouer aussi sur cette question de durabilité, question d'autonomisation des villages. Et j'aime bien donner comme exemple une commune au Cameroun où le maire, très sensible à ce sujet, n'ayant pas forcément beaucoup de moyens, s'est dit que pour les villageois, il pouvait leur accorder des terres. Des terres qui vont pouvoir être cultivées parce qu'au Cameroun, ils ont la chance que les terres soient quand même très fertiles. Et donc ça va permettre de créer des emplois pour les jeunes, pour ceux qui ne travaillent pas, pour ceux qui souhaitent s'inscrire dans le projet mais qui n'ont pas d'emploi et de petites rémunérations. Donc déjà commencer par un projet agricole. De là va être donc récolté et vendu le maïs entre autres. Et le maire a proposé un deal, c'est-à-dire que les recettes vont être divisées en 4. Une première partie, c'est pour la rémunération de ceux qui ont fait la culture. La deuxième partie, c'est pour acheter tout ce qui est semences, engrais, les outils pour travailler dans de meilleures conditions, etc. Donc c'est la deuxième partie. Il reste encore 2 parties. Et donc il y a la troisième partie, c'est justement la mairie va recevoir de l'argent qu'elle n'avait pas prévu. Et elle se dit maintenant que je vais produire, il va falloir qu'on vende. Donc ça tombe bien, il y avait un projet depuis longtemps, il fallait rénover le marché. Donc on va avec cet argent rénover le marché chaque année. Et enfin la 4e partie, c'est tout ça peut avoir lieu uniquement parce que derrière il y a un projet social avec la jeunesse et il ne faut pas qu'elle tombe. Enfin, il faut que ce projet se maintienne. Et donc la 4e partie va aller à chaque fois dans le financement du matériel, voire même dans la rémunération du coordinateur, de l'éducateur principal. C'est des choses très simples où des petites collectivités qui n'ont pas forcément les moyens peuvent contribuer en fonction des ressources qu'ils disposent. Et elles le feront bien volontiers uniquement si elles voient que la population a réfléchi ce projet et est acteur du projet. Alors, sur l'aspect sportif, puisque vous avez parlé de quelque chose qui ressemble à un sport-études, en quelque sorte. Sport-études et formation, voilà. Donc c'est ce
que nous on connaît en France dans les lycées dits élitistes sportivement, qui ne sont pas des centres de formation, puisque les centres de formation sont portés par les clubs, tandis que les sports-études sont portés par l'éducation nationale et met l'accent sur le sport avec le double projet. Ça fait écho à quelque chose qu'on essaye de développer avec les villages et d'impulser, c'est de dire c'est bien un enfant, c'est normal qu'il rêve, un jeune c'est normal qu'il rêve et que son rêve dans un pays qui a Sadio Mané deuxième du Ballon d'Or, c'est normal que le football fasse partie de ce rêve. Ça c'est le projet numéro 1, le plan A on va dire. Maintenant, même si on structurait le Sénégal avec 3 académies Clairefontaine ou l'académie qu'a fait le Maroc flambant neuve, il n'y aura pas 100% des gens qui jouent au foot qui vont devenir professionnels parce que c'est un système pyramidal. Voilà, donc ce n'est pas possible. Donc sachant cela, nous ce qu'on essaye de dire c'est qu'il faut avoir un double projet. Donc on en revient à ce que vous disiez sur les sports-études. Donc ça pourrait être un idéal, néanmoins c'est pas quelque chose qu'on peut porter tout seul. Nous ce qu'on essaye de faire à notre niveau, c'est déjà d'impulser cette idée que s'il y a des talents, faisons en sorte qu'ils s'épanouissent, mais en tant qu'adultes, notre rôle est de leur permettre de croire en leurs rêves, mais avec une méthodologie, donc avec le travail. Parce que si on fait que rêver et croire en son talent, ça ne va pas suffire à un moment parce que la compétition est rude. Donc il faut aussi avoir un double projet. Et après, ce qu'on leur dit aussi, c'est que, attention, dans le football, et y compris nos jeunes en France font la même erreur, il n'y a pas que le joueur qui a un statut professionnel. Il y a tout un staff. Donc déjà, même si on n'arrive pas à être joueur professionnel, on peut intégrer un staff technique. Si on a des compétences vidéo, on peut devenir analyste vidéo, qui est très à la mode aujourd'hui. Je voyais dans le staff de Casa Sport, il y en a 2 ou 3. Donc vous voyez, il y a des places à prendre. Et je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, ce n'est pas une évidence pour beaucoup de gens qu'on peut développer des qualités là-dedans. Et même plus prosaïquement, si on a un permis pour des poids lourds, on peut être chauffeur de bus pour une équipe professionnelle. Et donc si on est passionné de foot, on pourra dire je suis dans le staff, je ne suis pas dans la partie sport, mais j'appartiens quand même à cette équipe dont je suis supporter depuis petit, par exemple. Donc c'est ça qu'on essaye aussi de développer. Et après, il y a aussi cette idée, comme l'a dit Romain, d'économie circulaire, d'essayer de développer l'activité économique par le biais du football, parce que une équipe qui ne se contente plus d'avoir une école de foot, donc où le suivi s'arrête à 13 ans, mais qui, en mettant en place des synergies, en se renforçant avec les communautés rurales, fait en sorte que toutes ces écoles de foot alimentent un club, ça va générer forcément une attente et peut-être plus de spectateurs. On a vu durant cette étude de faisabilité qu'effectivement pour qu'un terrain soit homologué, il faut qu'il soit cerclé de murs, clôturé. Il faut qu'il soit clôturé. Nous on n'avait pas compris, on disait pourquoi le clôturer, finalement c'est beaucoup de coûts pour finalement quoi. Là on a compris que ça rentrait dans les critères d'homologation. Et effectivement derrière ces terrains clôturés, il y a la perspective. On va faire en sorte que nos jeunes joueurs cadets, seniors qui ont quitté l'école travaillent dans cette coopérative autour du fumier pour livrer du fumier à tous les éleveurs de porcs de la région. Et avec cet argent-là, une partie pour les salariés, une partie pour la structure club. Donc ça rejoint le projet camerounais. Vous voyez. Donc quand on voit des choses comme ça, on se dit il y a quelque chose qui donne envie de soutenir. Et après, un sport-études un jour, pourquoi pas, avec grand plaisir, mais je pense que là, il faudra, et ça va dans le sens de votre question aussi, il faudra nouer des partenariats beaucoup plus forts et beaucoup plus transverses. Donc d'ailleurs, du coup, nous on est en lien avec Karambé Nord, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, pour justement travailler un peu plus de manière approfondie toutes les strates administratives du Sénégal que nous découvrons, et du coup être plus forts ensemble pour vraiment associer tous les acteurs du territoire. On est aussi en lien avec Decathlon, une structure privée mais qui voit aussi l'intérêt puisqu'ils sont désormais très présents dans la région de Dakar et qu'ils aspirent, j'imagine, à élargir en Afrique de l'Ouest et dans le Sénégal. Donc ça fait partie de tout ce pool d'investisseurs potentiels, de partenaires potentiels qui va permettre d'améliorer l'ordinaire. Attaquer la dernière phase de notre entretien. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez fait 7 villages. Est-ce que la demande reste là? Et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'année prochaine, Romain et Guillaume puissent faire une quinzaine de villages, en plus des 7 déjà visités? Est-ce que les démarches ont été déjà entreprises pour que l'année prochaine, s'il y a mission, que le nombre de villages visités soit beaucoup plus grand?
Ok, donc on ne fait pas que visiter les villages, enfin, on espère ne pas faire que visiter les villages, déjà. C'est aussi bien pour les villages et les acteurs qui les entourent que pour nous, c'est aussi une question de développement. On a tout intérêt à ce que ça fonctionne, ce qu'on vient de mettre en place déjà à une échelle relativement conséquente, de faire en sorte que ça fonctionne. Cet village, si ça fonctionne, c'est beaucoup plus simple après pour nous, en tant qu'ONG en France, d'aller solliciter des partenaires pour avoir plus de moyens, d'être davantage reconnus vis-à-vis des institutionnels ou d'autres acteurs du football, pour justement qu'on puisse se dire demain plus de villages, mais aussi peut-être d'autres pays. Ce qui est important, c'est déjà de commencer avec des villages cibles. De ces villages cibles, en vrai, ils peuvent très rapidement se dire on a besoin des autres villages pour que le projet soit durable. Je vais vous dire un exemple. Il y a un village, il a une école de foot. Est-ce qu'il va réussir à faire un club de foot de façon formelle, parce qu'aujourd'hui tous les villages dans lesquels on est, ils sont informels. Est-ce qu'il va réussir à faire un club de foot formel avec toutes les démarches administratives et tout, s'il utilise uniquement l'école de foot de son village? Mais est-ce que ce club de foot formel, il ne faudrait pas mieux qu'il soit associé à d'autres villages, pour chaque village a son école de foot, mais on centralise à partir de 13-14 ans jusqu'aux seniors, filles, garçons, pour justement aller dans la compétition et pouvoir s'évaluer aussi en termes sur un plan sportif, et de se dire finalement j'ai le niveau pour aller peut-être au-dessus, pour aller jouer à Casa Sport, pour aller à Dakar, pour aller peut-être en Europe ou au Maroc ou peu importe. Mais c'est bien d'avoir ce comparatif, et il faut une méthode, il faut une structuration pour pouvoir justement s'évaluer. Donc niveau sport, oui, il y a la possibilité déjà à ce qu'il y ait un impact, un rayonnement sur d'autres villages. Niveau développement, modèle économique, si le champ qui est accordé par la mairie, elle touche plusieurs villages, en fait on peut impliquer plusieurs villages dans le projet. L'idée c'est pas de faire en sorte que le village s'approprie uniquement le projet et se le garde pour lui. C'est le village, vous avez une opportunité, vous avez maintenant presque une responsabilité vis-à-vis des autres villages. Il faut que ça fonctionne. C'est à vous de faire le meilleur choix, si vous intégrez les autres villages ou si vous le mettez en pilote chez vous pour que ça soit dupliqué, délayé, etc. par la suite dans les autres villages. Franchement, en vrai, on est probablement au début de quelque chose. Mais c'est très difficile aujourd'hui à faire tant qu'on n'a pas les résultats. Peut-être que dans un an, on pourra vous dire, oui, il y a quelque chose à faire plus grand, en Casamance, mais pas seulement, parce qu'il y a des besoins dans tellement d'endroits. Alors déjà, oui, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Romain, et la bonne chose, c'est que les villageois sont déjà dans cette réflexion. Ceux qui, par exemple, ont un terrain partagé ont bien compris que dès lors qu'il y a un terrain partagé, il faut associer l'autre commune. Ceux qui par contre ont leur propre terrain ont plutôt eu la réflexion de se dire essayons déjà de voir si ça marche chez nous pour ensuite associer les autres. Donc il y a de la logique, il y a de la cohérence, donc sur ça on n'est pas très inquiet. Ensuite, donc le rayonnement il ne se fera pas comme on joue à risque ou à Monopoly, voilà, c'est pas, on ne va pas cocher des nouveaux villages soudain parce que quelqu'un va nous solliciter et que ce village soit complètement à l'opposé des villages qu'on a ciblés sur la Casamance, qui reste quand même côté centre-ouest du Sénégal. Si rayonnement il partira de ces projets-là, comme voilà, interconnexion, comme l'a dit Romain. C'est ça qui nous semble le plus pertinent pour grossir, toujours avec cette idée de développement durable, que si on grossit, il faut que ce soit respectueux d'un certain rythme et des possibilités. L'avantage après qu'on a trouvé au Sénégal, qui tranche un peu avec mon expérience vécue à Madagascar, c'est que vous avez de belles routes. On sent que le pays est dans une phase de transition, et des investissements massifs qui sont faits. Et donc forcément les interconnexions régionales, départementales sont bien plus fluides que ce qu'elles peuvent être dans d'autres pays où les routes sont dans des états bien plus déplorables. Donc ça c'est une vraie richesse pour le Sénégal, et y compris au-delà du football, bien sûr, parce que le maillage en fédération dépend aussi de ces facilités de déplacement. Mais aussi pour les économies circulaires dont on a pu parler,
et dont on souhaite qu'elle puisse se développer. Notamment, on a parlé avec les villageois parce qu'ils n'étaient pas conscients du trésor sur lequel ils étaient au niveau des mangues. Il faut savoir que en France, c'est le fruit le plus cher quand on va l'acheter au marché. On est à 2 € environ l'unité. C'est donc une mangue. Donc ce qui fait 1200 francs CFA. Quand on voit les prix auxquels elles sont vendues dans les villages, les villageois étaient assez choqués, surpris. Et donc on peut imaginer voilà, un commerce beaucoup plus transverse de la mangue déjà au sein du pays. Et puis pourquoi pas avoir plus de volume en vue de l'Europe, où c'est un fruit très prisé. Donc si les villageois veulent s'emparer de ça, avoir la qualité de route que vous avez, c'est effectivement, en termes de transport, une bien plus grande facilité. Donc encore une fois, tout est ouvert. Nous, on ne fait juste qu'ouvrir des possibilités en leur disant permettez-vous de rêver, mais avec une méthodologie. Parce que c'est la méthodologie et le travail et la constance, et on parlait de durabilité, mais il y a aussi la constance dans les efforts qui va permettre que le rêve puisse être envisagé. C'est vrai que vous vendez un projet, ou bien vous proposez un projet aux villageois, ou bien à la population sénégalaise. Mais souvent, cette population, elle pense ne pas être capable de faire quelque chose sans les autorités. Est-ce que dans vos projets, avant de vous installer ou de faire le tour, vous avez à discuter avec les autorités? Est-ce que tout vous a été facilité? Et s'il y a eu du blocage, comment vous avez fait pour que cela puisse devenir fluide, pour que le travail puisse se faire tranquillement? Alors, je vais faire court parce que j'ai pas tant d'éléments à donner. De notre côté, il y a un premier travail parce que lorsqu'on se déplace de la métropole pour venir au Sénégal, ça a un budget. Et ce budget, on a une association, c'est-à-dire qu'on a des partenaires, on a des donateurs, et on ne peut pas faire n'importe quoi. On se doit d'être quand même optimiser ce temps et rencontrer le maximum d'acteurs pertinents pour que le projet se développe dans les meilleures conditions. Donc on a déjà fait un premier travail, mais c'est très compliqué de rencontrer tout le monde. Et le fait de venir nous amène à faire d'autres rencontres. La preuve en est, c'est qu'on s'est rencontrés au stade de Ziguinchor et que finalement on fait une interview. Et pareil pour d'autres structures, on les rencontre sur le terrain. Ce qui est bien aussi avec le fait de faire une étude de faisabilité, c'est que ça nous permet d'avoir suffisamment d'éléments, d'arguments pour aller voir des institutionnels, pour aller voir des structures potentielles partenaires. Et là, ça devient pertinent parce qu'elles voient qu'il n'y a pas que du papier. Elles voient qu'il y a déjà un investissement, il y a déjà une présence sur les territoires, il y a une dynamique, parce que là, on a fait 7 villages, mais en vrai, on les a déjà engagés. Une fois qu'on a eu leur aval, on les a déjà engagés sur le projet. Tout comme nous, on s'est engagés aussi sur le projet. Donc, je pense que, bien sûr, il y a des gens qui peuvent faciliter les choses, comme un village qui attend un Sadio Mané, parce que le Sadio Mané peut faciliter certaines choses. Mais il y a aussi le fait qu'on y va, on avance, on travaille, on est ouvert aux rencontres, et c'est comme ça que les choses se réalisent. Alors déjà, nous on vient d'un pays, la France, qui nous a légué une administration... c'est bon ? Qui nous a légué une administration très lourde. Et donc en France, nous-mêmes, on vit les lourdeurs administratives et les délais que ça peut mettre dans des projets. Et c'est pourquoi d'ailleurs en France, il y a tout un renouveau de l'action civile et citoyenne. Donc que les dynamiques partent des citoyens qui constatent les problèmes qu'ils veulent solutionner et derrière mettre les autorités face au fait accompli. Et les autorités sont souvent bien contentes de pouvoir se reposer sur des associations parce que c'est une délégation finalement de responsabilité. Donc partant de ce constat que nous vivons nous-mêmes en France et du fait qu'il y a aussi une administration qui peut être lourde au Sénégal, nous avons décidé de plutôt partir des habitants et de toute façon, qui mieux qu'eux connaît leurs besoins et leurs attentes. Donc nous avons préféré, encore une fois, dans un désir d'horizontaliser la relation et d'éviter tout ce qui est verticalité, aller à la rencontre des villageois. C'est ça vraiment qui fait la différence. Et on espère que bien sûr derrière les autorités se joindront au projet et c'est pourquoi à chaque fois qu'on va dans les villages on essaye d'associer le plus grand nombre de partenaires et le dernier village que nous avons fait, Djourou côté Bignona, nous étions contents qu'il y ait la conseillère municipale qui était présente et qui nous a tout de suite dit bien sûr je vais informer la municipalité et le préfet afin que le projet soit validé et qu'il suive. Le dernier mot avant la conclusion, avant que je ne boucle l'émission. Alors, un dernier mot. Le Sénégal, c'est un beau pays. Il y a beaucoup de talents, mais il y a beaucoup d'enfants, de jeunes garçons, de jeunes filles
qui souhaitent avoir des rêves, mais qui plus est les réaliser. Et donc pour cela, il faut se donner les moyens. Et je pense que le travail, c'est certainement la clé pour y arriver. Alors moi j'ai une phrase qui m'anime assez au quotidien, qui est de dire fais comme si tout ne dépendait que de toi, donc donne-toi les moyens, en sachant que tout ne dépend que de Dieu. Donc les résultats resteront aléatoires. Mais notre responsabilité en tant qu'individu qui cherche à s'épanouir et collectivité qui cherche à grandir ensemble, comme sur un terrain de football d'ailleurs, c'est de se donner les moyens et derrière les résultats suivront ou pas, mais en tout cas on aura cette fierté de s'être mis en action et d'être acteur plutôt que d'être passif face à l'aléa. Merci chers amis internautes, ça fait un plaisir de recevoir Football Mission qui œuvre pour le développement à la base avec les populations elles-mêmes, une contribution des populations pour un développement endogène ou bien un développement beaucoup plus global et qui pourrait être profitable aux villageois, aux villages, aux villes, aux pays dans lesquels ils ont eu la chance de faire un tour. En tout cas, ça fait un plaisir de vous recevoir sur Génération Sport et on espère vous revoir bientôt à Ziguinchor d'ici 1 an pour voir les projets mûrir et que d'autres villages quand même puissent solliciter votre présence afin de développer le même concept chez eux. Merci à Romain, merci à Guillaume et merci à mon technicien Xavier Mendy qui était là à la caméra. Et on se donne rendez-vous dans une nouvelle émission sportive sur la 93.4 Génération FM.